bactéries, champignons, baleines, séquoias, nous ne connaissons pas d'êtres vivants dont on ne peut pas dire qu'ils reçoivent de l'information, qu'ils émettent de l'information, qu'ils stockent de l'information et qu'ils traitent de l'information. Ces 4 fonctions de l'être vivant sont tellement générales et constantes qu'on aurait la tentation de définir la vie grâce à ces 4 règles. Mais cela est impossible tant surabondent les contre-exemples. Et en effet, nous ne connaissons pas de cristal, de roches, d'océans, de planètes, d'étoiles ou de galaxies dont on ne puisse pas dire qu'ils émettent de l'information, qu'ils reçoivent de l'information, qu'ils traitent de l'information et qu'ils stockent de l'information. Et du coup, nous aurions la tentation de dire que tous les existants, inertes ou vivants, peuvent être définis par ces 4 règles. Eh bien, c'est impossible, parce que lorsqu'on se retourne vers l'humain, qu'il s'agisse d'un individu ou de collectivités comme une ferme, un village, une métropole ou une nation, nous ne connaissons pas d'individus ou de collectifs humains dont on ne puisse pas dire qu'ils reçoivent de l'information, qu'ils émettent de l'information, qu'ils traitent de l'information et qu'ils stockent de l'information. Une petite définition. Je ne prends pas ici le terme information au sens usuel du terme, tel que vous le considérez lorsque vous entendez les médias, télévision, radio, journal, etc. Pas du tout. Ce n'est pas dans ce sens que je prends le terme lorsque je dis émettre de l'information, recevoir de l'information et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que le terme information au sens usuel veut dire des choses probables et reconnaissables. Vous le savez sans doute, le terme mort et le terme cadavre sont les termes les plus utilisés dans ces informations-là. Non, je prends le terme information au sens qui a été donné par la théorie de l'information dès les années 49 par des physiciens comme Léon Brillouin ou Shannon par exemple, qui au contraire de la signification usuelle de l'information considèrent l'information comme de la négantropie, c'est-à-dire proportionnelle à la rareté. Une chose très improbable et chargée d'autant plus d'informations qu'elle est improbable. Et c'est bien dans ce sens-là que j'ai utilisé le terme information dans les 4 règles que je viens de citer, aussi bien pour un être vivant, pour un objet inerte ou pour des individus et des collectifs humains. Et maintenant, qu'est-ce qu'un ordinateur? Eh bien, un ordinateur, c'est simplement une machine qui a 4 caractéristiques, qui émet de l'information, qui reçoit de l'information, qui stocke de l'information et qui traite de l'information. Et par conséquent, cette machine est intéressante et relativement innovante en ce sens-là qu'elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle mime à loisir l'ensemble des objets et des sujets que je viens d'énoncer en commençant ma conférence. Voilà donc une définition assez facile à comprendre de la machine en question. J'ai envie de raconter, pour commencer, une anecdote significative qui vous fera voir, chers amis, l'importance de l'interdisciplinarité dont vous avez parlé lorsque une innovation va paraître. La scène se passe à l'école normale supérieure dans les années 50. C'est les années où votre serviteur était là, présent. Je n'étais pas présent à la scène, mais j'étais voisin. Et la scène se passe au restaurant de l'école normale, qu'on appelait le Pot. Et vous le savez,
cette école normale a la caractéristique de mélanger les scientifiques et les littéraires. Et à chaque table du restaurant, le mélange avait lieu. Et dans la table dont je parle, il y avait 6 à 7 scientifiques et un seul littéraire. Les mélanges peuvent être ainsi, par hasard. Et les scientifiques venaient de recevoir dans leur laboratoire les nouvelles machines qu'à l'époque on appelait computers. Alors, ils détaillaient les performances de ces machines, les résultats qu'on pouvait obtenir en les utilisant. Et ils en parlaient avec beaucoup d'enthousiasme, et tout d'un coup, l'un d'eux dit « Mais comment allons-nous, en langue française, appeler ces machines ?» Et les autres disent « On ne peut pas les appeler des compteurs », qui est la traduction exacte de « computer », puisque ce mot est déjà pris pour le compteur à gaz et le compteur d'électricité. Et ils s'avisent que le littéraire est là, et ils disent « Et toi, littéraire, tu pourrais nous aider à trouver ce mot-là » Oh, le littéraire dit « Je ne comprends rien à ce que vous dites, je suis spécialiste du latin tardif tel qu'il s'utilisait dans la théologie médiévale du XIIe siècle. » Mais je suis plein de bonne volonté, ajoute-t-il, mais expliquez-moi précisément ce que fait cette machine. Et les autres, avec beaucoup d'assurance et de volubilité, de l'expliquer à ce pauvre ignorant les magnifiques performances extraordinaires de ces machines. Et à ce moment-là, l'œil du médiéviste s'illumine de façon extraordinaire et dit mais je connais ça très très bien, c'est le Deus ordinator de la théologie médiévale. Le mot était trouvé. Et en effet, ordinateur vient de cet épisode, de cette anecdote significative qui montre à quel point l'innovation peut arriver lorsqu'on mélange des genres, et lorsqu'on ne les mélange pas, on est certain que l'innovation ne viendra pas. Et cette innovation est intéressante au moins du point de vue de la nomination, puisque cette machine est beaucoup plus un ordinateur qu'un compteur. C'est un compteur évidemment pour ce qui concerne les programmes, mais c'est un ordinateur du point de vue de ses performances générales. Mais lorsque je dis qu'un ordinateur émet, reçoit, traite et stocke de l'information, je n'ai encore dit que ses performances. La question est de savoir comment est-il bâti, comment est-il construit. Et la réponse à cette question est très simple. Et il est bâti grâce à la réunion de 2 éléments fort différents, dont le premier est fait de métal, que nos amis anglo-saxophones appellent hardware, et des métaux usuels, mais aussi des métaux rares, comme le silicium, par exemple, et d'autre part, matériel donc, et d'autre part un élément qu'on pourrait appeler logiciel, que nos amis appellent software, le dur et le doux. Et ces éléments logiciels, c'est les programmes qui sont inscrits précisément sur les matériaux en question. Et donc, qu'est-ce qu'un ordinateur? C'est simplement le couple support-message. Support matériel, message, ensemble de logiciels. Est-ce que, en tant que machine universelle, est-ce que cette machine est nouvelle? La réponse est oui. Non, la réponse est non. Elle est nouvelle en ce qu'elle est universelle, c'est la première définition que j'ai donnée, mais au point de vue de la deuxième définition, c'est-à-dire couple support-message, est-ce qu'elle est vraiment nouvelle? Et la réponse c'est oui et non. Et en tant que c'est une machine innovante, et c'est la question qu'on m'a posée pour faire la conférence aujourd'hui, je dois traiter au moins cette innovation de 3 manières. Qu'est-ce que cette machine change du point de vue du temps, change du point de vue de l'espace, change du point de vue cognitif, humain, personnel, cognitif. Premièrement, du point de vue du temps, j'ai posé la question, est-ce que c'est une machine nouvelle? Et j'ai dit oui et non. Je vais essayer d'expliquer pourquoi j'hésite. Parce que
lorsque on considère ce couple support-message, on s'aperçoit très vite que l'ordinateur est un avatar de ce couple support-message, mais que, auparavant, ce couple support-message existait depuis très longtemps, depuis que l'homme est un homme. En effet, si on prend des milliers d'années de recul, on s'aperçoit qu'il fut un temps qu'on pourrait appeler l'âge oral ou l'époque orale, où la communication entre les hommes se faisait au moyen du langage et spécialement du langage oral. Alors à cette époque, le support matériel, c'était le corps de l'orateur, disons le mien aujourd'hui, et le message est donné par la voix, c'est-à-dire les ondes sonores qui traversent l'atmosphère et qui parviennent à vos oreilles. Le couple support-message était installé déjà dans la communication humaine à cet âge oral. Et soudain, à peu près en même temps, dans le croissant fertile et du côté de l'Asie, disons au premier millénaire avant Jésus-Christ, apparaît une sorte de séisme extraordinaire dans ce couple support-message, c'est l'invention simplement de l'écriture. Alors, le support matériel se transforme. Le support matériel n'est plus le corps humain, celui de l'orateur, de la aide, du chanteur ou du griot africain. Mais le support va devenir matériel, c'est-à-dire du marbre, du bronze, et puis peu à peu de la peau de veau, du vélin, de la peau de mouton, du parchemin, puis biblos, du papier. Voilà le support matériel. Et l'écriture va devenir effectivement le logiciel en question. Donc le couple support-message a déjà au moins deux avatars premiers. À l'époque orale, le corps et la voix. À l'époque écrite, le support en question, qui peut varier selon les matières, et l'écriture qui elle-même varie selon qu'elle est alphabétique ou autre. Je voudrais essayer de décrire rapidement les extraordinaires innovations qui ont été induites par ce premier avatar. Ce premier avatar, ce passage du support corporel au support écrit, c'est-à-dire du couple support-message, les transformations vont être énormes. Elles vont toucher le droit oral va devenir un droit écrit, le serment va devenir la signature, la parole donnée va devenir l'acte, on appelle ça un acte notarié avec signature, le droit va changer, la politique va changer, un certain nombre de classes sociales vont se transformer avec l'arrivée des scribes, des experts, et puis surtout la monnaie qui va transformer complètement le rythme et la rapidité des échanges commerciaux, puisque la monnaie, elle va être écrite, et au lieu d'échanger des bœufs, quand vous dites capital, n'oubliez pas que vous dites cheptel. Quand vous dites pécuniaire, n'oubliez pas que vous dites pecus pecoris, les troupeaux de bœufs. C'est-à-dire vous évoquez dans ce vocabulaire-là le début du troc très lourd et très lent, alors qu'à l'arrivée de l'écriture, avec la monnaie, tout d'un coup, les échanges se sont faits plus rapides, plus souples, plus légers et plus immédiats. Bien entendu, dès l'arrivée de l'écriture, chez nos amis grecs, coup de tonnerre avec l'invention de la géométrie en terre grecque, et coup de tonnerre encore dans les prophètes écrivains d'Israël, l'arrivée du monothéisme, c'est-à-dire la religion de l'écriture, la religion du livre. Vous voyez que le spectre des changements au moment de la mutation du couple support-message est absolument extraordinaire. L'innovation est gigantesque à ce moment-là. Et nous en avons une confirmation extraordinaire également, dès lors que nous considérons qu'après ce premier avatar, cette première transformation du couple support-message, un troisième avatar va arriver, disons, entre le XVe et le XVIe siècle, au moment où on invente l'imprimerie.
Et l'arrivée de l'imprimerie, qui change en effet non pas le support matériel, mais les techniques industrielles d'impression du message sur le matériel, c'est plutôt un changement de logiciel, va induire exactement les mêmes transformations que dans l'Antiquité nous avons examinées au moment du premier avatar, c'est-à-dire de l'invention de l'écriture. Et alors, nous allons avoir, du point de vue commercial, l'arrivée des premiers traités de comptabilité à Venise, l'arrivée des premières institutions bancaires, l'arrivée sans doute d'un début d'idées démocratiques beaucoup plus avancée que celle des Grecs, la réforme au point de vue religieux, tout homme et pape une Bible à la main, et puis surtout l'invention évidemment de la science expérimentale qui est la seconde grande révolution concernant les sciences. Vous voyez donc que le spectre des changements est à peu près parallèle ou analogue au spectre des changements de la première transformation du couple support-message. Et pour lire aujourd'hui les transformations induites par l'ordinateur, que je viens de définir précisément comme un profil nouveau du couple support-message, vous n'avez qu'à lire le spectre que je viens d'étaler devant vous. Les transformations vont toucher le droit, vont toucher la politique, vont toucher le commerce, vont toucher la religion, vont toucher la science, vont toucher la pédagogie. Parce que j'ai oublié de le dire, dès l'arrivée de l'écriture, les Grecs vont inventer le terme paideia, et à l'arrivée de l'imprimerie, les traités de pédagogie vont pulluler dès la Renaissance. Par conséquent, les crises que nous vivons aujourd'hui, les crises qui touchent la politique, qui touchent le droit, qui touchent la finance, qui touchent le commerce, l'industrie, le travail, la pédagogie, l'université, les religions, ces crises-là ne sont pas nouvelles parce que le troisième avatar du couple support-message est nouveau, certes, mais n'est pas complètement nouveau dès lors qu'on a compris la loi des trois états. Dès lors qu'on a compris que le couple support-message s'est déjà transformé une fois, deux fois, trois fois, et nous en sommes précisément à un moment où la transformation en question a lieu nouvellement, mais oui, nouvellement, j'ai dit tout à l'heure, oui, c'est nouveau, mais peut-être pas si nouveau que l'on croit. Eh bien, tout simplement parce que c'est la troisième révolution. Il est vrai que les historiens aiment beaucoup montrer des révolutions fondamentales au moyen d'objets beaucoup plus durs. Ils voient très bien les révolutions de la pierre taillée, de la pierre polie, de l'âge du bronze, de l'âge du fer, de la révolution industrielle, etc. Ils sont moins attentifs aux révolutions fondamentales qu'induisent justement les transformations du couple support-message. Eh bien, c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Les crises que nous vivons aujourd'hui et que nous connaissons parfaitement sont en grande partie conditionnées par cette transformation que nous sommes en train de vivre du couple support-message. Voilà ce que je voulais dire du point de vue du temps. J'avais promis de parler deuxièmement de l'espace. Et pour parler de l'espace, je voudrais inviter ici, sur cette estrade, mon héroïne préférée, celle que j'ai d'une certaine manière invitée à ma table, que j'appelle Petite Poucette. Et cette Petite Poucette, que j'ai appelée ainsi pour son habileté diabolique à envoyer des messages à toute vitesse sur le texto grâce à ses pouces sur le portable, cette petite poucette qui tient en main, bien entendu, cet ordinateur intégré à son portable, cette petite poucette que j'aime tant et qui est pour moi l'héroïne des temps contemporains, cette petite poucette a une devise. Et cette devise concerne précisément la première partie de mon exposé, c'est-à-dire le temps. Lorsque nous parlons du temps, nous aimons dire les temps présents. Et j'ai parlé en effet du temps présent.
j'ai parlé de maintenant. Maintenant, c'est la troisième transformation du couple support-message. Non, 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 dit Petite Poucette. Maintenant ne veut pas dire ça. Maintenant veut dire tenant en main. Maintenant, tenant en main. Et voilà Petite Poucette avec son portable à la main, et elle déclare comme devise fondamentale « Maintenant, tenant en main le monde ». Maintenant, tenant en main le monde. Et en effet, elle a raison de dire « maintenant, tenant en main le monde », car il suffit d'une manipulation avec le GPS pour qu'elle ait à sa disposition tous les lieux du monde, y compris ceux où elle n'est jamais allée et qu'elle ne connaît pas. Elle tient en main tous les lieux du monde avec Google Earth, par exemple. Elle tient en main, d'autre part, la totalité de l'information sur quelques sujets dont elle ait besoin, avec Wikipédia et autres moteurs de recherche. Et enfin, elle tient en main... attendez, là-dessus, j'ai besoin d'une petite compétence. Vous le savez sans doute, les mathématiciens ont proposé, surtout les statisticiens, ont proposé depuis quelque temps le problème suivant: en combien de coups de téléphone pouvons-nous, en combien de coups de téléphone n'importe qui, un passant aujourd'hui, passant rue des Écoles aujourd'hui, est pris au hasard, en combien de téléphones ce quidam peut appeler un quidam qui passerait par exemple sur la place centrale de Sydney ou de Nouvelle-Zélande ou du Labrador, n'importe où ailleurs dans le monde. Et le résultat ne s'est pas fait attendre, on a bien étudié ce problème, et il y a quelques années, le résultat de ce théorème-là, de ce calcul-là, c'était 7,60. En 7 coups de téléphone, n'importe qui pouvait appeler n'importe qui, et grâce aujourd'hui aux grands connecteurs que sont les réseaux sociaux, le nombre de ces appels est tombé à 4,35. En 4 appels, Petite Poucette peut appeler n'importe qui. Et les mathématiciens aiment appeler cela théorème du petit monde. Théorème du petit monde. Maintenant, tenant en main le monde, tous les lieux, tous les gens, toutes les informations. Question. Qui, dans le passé, pouvait dire « maintenant, tenant en main le monde » ? Ou peut-être un empereur romain type Auguste, puisque Corneille lui fait dire dans Cinna « je suis maître de moi comme de l'univers ». Oui, peut-être. Peut-être le roi Soleil, peut-être un richissime milliardaire, peut-être. En tout cas, des personnes rares. En tout cas, dans l'histoire, seules des personnes rares auraient pu dire « maintenant, tenant en main le monde ». Bien, il se trouve qu'aujourd'hui, 3,750 milliards de petites poussettes peuvent dire maintenant, tenant en main le monde. Est-ce que je n'ai pas là en main quelque chose comme une innovation utopique concernant la démocratie? Utopie, certes, mais combien de nouveautés historiques sont nées d'une utopie? Combien de révolutions ont été annoncées par des utopies de ce genre? Voilà l'utopie de Petite Poucette maintenant, tenant en main le monde. Et Petite Poucette, je vais lui poser maintenant une seconde question. Après avoir entendu sa devise, je vais lui demander « Mais Petite Poucette, donne-moi ton adresse ». Mais Petite Poucette a probablement des grands-parents, et les grands-parents vont répondre nous habitons en famille au 47 rue des Écoles, Paris 5e, 75, etc. Je vous demande avec moi de considérer cette phrase-là, ce code, 47 rue des Écoles, 75 005 Paris. Hein, et c'est un ensemble de chiffres et de lettres qui se réfèrent à un espace donné, c'est-à-dire à un découpage de la France métropolitaine, découpage ensuite en arrondissement, puis découpage en rues, et ensuite, avec le 47, la mesure de la distance entre le début de la rue et là où habite Petite Poucette, ou ses grands-parents.
Et donc cette adresse-là, qui est l'adresse classique, se réfère à un espace que nous connaissons parfaitement, que les mathématiciens appelleraient volontiers un espace euclidien ou cartésien, qui est référé à des ordonnées ou à des abscisses, mais qui est essentiellement un espace métrique, un espace de distance, un espace où la distance est mesurable. Et cette mesure est assurée par les chiffres et les lettres de l'adresse en question. Donc, autrefois, avant Petite Poucette, nous habitions un espace métrique, un espace défini par des distances et des mesures de distance. À cette adresse-là, nous ne recevons plus rien que de la publicité qu'on met à la poubelle tous les matins. Mais la vraie adresse maintenant, c'est ou le portable 06, 20, etc., ou ce que nos amis québécois appellent délicieusement l'ADEL, l'adresse électronique, c'est-à-dire michel.serre@douanadou, c'est pas la bonne évidemment, qui est la nouvelle adresse. C'est-à-dire c'est là que nous recevons les messages essentiels, à la fois sur le portable et sur l'ADEL en question, qui est dans la main de Petite Poucette, n'est-ce pas? Mais de nouveau, reprenons le code en question et essayons de lire le code 06, etc., ou michel.serre, etc. Ce code-là se réfère aussi à un espace donné, lequel? Bien, il se trouve que je puis appeler n'importe qui à n'importe quel endroit, où que je sois. À n'importe qui, à n'importe quel endroit, où que je sois. Et par conséquent, mon adresse-là ne se réfère plus à l'espace qui était la référence de la première adresse. Et donc, j'habite un nouvel espace. Et comment se définit cet espace-là? De façon très intéressante. Il n'est pas métrique. C'est-à-dire, il ne mesure pas des distances. Il ne faut pas dire que les nouvelles technologies raccourcissent les distances, parce que l'âne raccourcissait les distances, la fusée raccourcit les distances, le Boeing raccourcit les distances. La nouvelle technologie les annule. Les annule. C'est-à-dire aujourd'hui, nous habitons dans un nouvel espace que les mathématiciens appelleraient volontiers un espace topologique, qui est un espace de voisinage, et qui est tout à fait bien décrit par le théorème du petit monde. Je n'ai plus que des prochains. Je n'ai plus que des voisins. Je n'ai plus que des proches. Il n'y a plus de lointain. Et du coup, nous pouvons annoncer que nous avons changé d'espace. Nous avons déménagé. L'humanité vient de changer d'espace. J'ai dit d'abord qu'elle vient de changer de temps. C'était ma première partie. Et maintenant, prenons conscience que nous avons changé d'espace, que nous n'habitons plus l'espace en question, qui n'est plus vraiment notre adresse fondamentale, mais qui est... le terme adresse est très intéressant. Le terme adresse, comme beaucoup de mots de langue française, a un préfixe, ad, et une racine. Et ce préfixe ad est tellement bien précis que nos amis anglais en mettent 2D, address, ils mettent 2D. Pourquoi? Parce que pour bien faire voir que le radical, c'est directus, le droit. C'est le droit. Et par conséquent, le mot adresse, qui est un mot de référence spatiale, a aussitôt des implications juridiques et politiques. Et en effet, dès le moment où la première adresse se référait à des espaces métriques, eh bien voilà que ça permettait l'organisation d'institutions juridiques et politiques telles que si vous n'aviez pas payé les impôts, si vous n'aviez pas, obéi à vos obligations militaires ou autres, eh bien la maréchaussée pouvait venir là vous contraindre par corps. Et par conséquent, le mot adresse a des implications juridiques, des implications politiques, des implications institutionnelles, qui sont du côté des sciences humaines et non plus du côté de la géométrie des sciences dures. Vous voyez à quel point les deux sont liés. Et du coup, dès le moment où nous avons changé d'adresse, il est possible que nous devions changer de droit. Que les institutions qui étaient autrefois
mises en place, elles étaient mises en place en référence à l'espace dans lequel nous habitions. Et le fait que nous ayons changé d'espace, toute la question est de savoir si précisément il ne faudrait pas repenser des questions juridiques, des questions d'institutions, des questions de politique en général, bref, nos institutions. Je vais essayer d'être plus précis encore. Lorsque nous étions dans un espace métrique avec des distances bien mesurées, nous vivions dans un espace qui était référé à des concentrations. Oui, un musée, c'est une concentration d'œuvres d'art, une banque, c'était une concentration d'argent, l'Assemblée nationale, c'était une concentration de présidents, une faculté, c'est une concentration de professeurs, d'enseignants et de laboratoires et de bibliothèques, un amphi, c'est une concentration de personnes. Bien, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un espace de concentration, nous sommes dans un espace de distribution. Et cette distribution, où qu'on soit, fait que nous sommes voisins tout de même. Autrement dit, qu'est-ce que nous faisons ici? Qu'est-ce que nous faisons ici sinon célébrer une sorte de cérémonie d'un autre temps, du temps précisément où l'espace était dans la concentration? Mais vous auriez pu rester chez vous et j'aurais fait la même conférence sur mon ordinateur, sur votre ordinateur, et vous l'auriez reçu de la même manière. De la même manière, c'est peut-être pas réel. Mais enfin bon, que faisons-nous ici? Prenons conscience que la plupart de nos actions, que la plupart de nos assemblées, que la plupart de nos réunions datent désormais du moment où nous habitions un autre espace. Et qu'habitant le nouvel espace, eh bien, il est bien clair que Petite Poucette n'est plus dans le même monde. Il n'est plus du tout dans le même monde. C'est-à-dire que désormais, l'espace dans lequel nous habitons implique probablement des innovations extraordinaires du point de vue de toutes nos institutions. Voilà pour le temps, voilà pour l'espace, et je voudrais quand même dire un mot de la transformation profonde que l'être humain, du point de vue cognitif ou du point de vue des relations humaines, reçoit comme transformation dans le monde où habite Petite Poucette. J'hésite avant de commencer cette troisième partie parce que jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup parlé de concepts, j'ai beaucoup parlé d'idées, j'ai beaucoup parlé, alors qu'à mesure que je vieillis, je trouve que les idées ne m'intéressent moins que les récits vivants, et que peut-être un récit vivant ferait mieux comprendre la transformation profonde que nous sommes en train de vivre du point de vue cognitif, du point de vue de la connaissance, du point de vue de la cognition. Alors je raconte, excusez-moi, je raconte. L'histoire se passe dans une ville qui ne s'appelait pas encore Paris. Elle s'appelait Lutèce. Et à cette époque-là, à Lutèce, il existait des cercles relativement fermés de premiers chrétiens. Et ces premiers chrétiens se réunissaient de manière secrète parce qu'ils étaient terrifiés en raison de la persécution que leur faisait subir l'empereur Décius. Et en effet, ils étaient surveillés par la Légion et ils avaient de grandes difficultés de se réunir et de se rencontrer. Et donc, ils avaient décidé un jour de se retrouver dans une salle, les portes fermées, les fenêtres obturées, et là, réunis, silencieux, il faut dire qu'ils avaient élu, à l'époque on les élisait, ils avaient élu leur évêque, et leur évêque était en train de leur parler. Alors voilà, ils étaient réunis, comme vous ce soir, et leur évêque leur parlait, comme je vous parle ce soir, et ce qui devait arriver arriva.
c'est-à-dire que la Légion, avertie par je ne sais quel espion de cette réunion, la Légion enfonce les portes, enfonce les fenêtres, envahit l'amphithéâtre, et voilà les légions qui envahissent, et le centurion de la Légion passe par l'allée centrale, monte sur l'estrade, tire son coupe-chou et décapite l'évêque Saint-Denis. Et voilà la tête de Saint-Denis qui, à la stupéfaction générale, roule par terre. Et, miracle, Denis se penche et ramasse sa tête. Lorsque ma grand-mère me racontait cette histoire, je disais, mais comment pouvait-il ramasser sa tête puisque les yeux étaient... Et elle me disait, mauvais esprit, mais c'est ça le miracle. Et c'était vrai, c'est ça le miracle. Et vous le savez, la géographie raconte que non seulement il a ramassé sa tête, mais qu'il l'a montée peu à peu jusqu'au sommet de Montmartre. Montmartre. Lorsque le matin, vous vous mettez à table devant votre ordinateur, devant quoi êtes-vous? Et je l'ai défini en commençant de telle manière pour son fonctionnement, de telle manière pour sa construction. Je voudrais le redéfinir maintenant autrement, en vous mettant en scène vous-même à table, et vous êtes devant votre ordinateur. Que trouvez-vous dans cet ordinateur? D'abord, une mémoire colossale, une mémoire telle que vous ne pourrez jamais concurrencer vous-même cette mémoire-là. Elle contient des millions, des milliards de bits d'informations. Deuxièmement, elle contient des millions d'images telles que votre imagination pourrait durer des milliers d'années, vous n'y arriverez pas à les produire de la même manière. Et d'autre part, elle a aussi des performances, par exemple des logiciels, qui permettent des démonstrations et des résultats auxquels vous-même vous ne seriez pas parvenu. Par exemple, elle intègre des équations différentielles que je ne saurais pas intégrer, par exemple. Au bilan, il y a dans cet ordinateur une mémoire, des images et des processus rationnels. Très bien. Lorsque j'étais jeune et que j'étais en classe de Mathelem où on faisait de la philosophie, il y avait un professeur de philosophie et des manuels de philosophie qui m'expliquaient qu'est-ce que la connaissance humaine. La connaissance humaine, elle était dans les manuels de philosophie divisée en 3 facultés. La faculté de mémoire, la faculté d'imagination et la faculté de raison. Et ces 3 facultés étaient décrites comme les 3 composantes de la cognition humaine. Eh bien voilà, ces 3 composantes de la cognition humaine, elles se trouvent aujourd'hui devant mon ordinateur que j'aimerais bien appeler Denis. Votre tête est sur la table. Votre tête est sur la table. C'est-à-dire la vieille cognition qui était décrite comme comme une caractéristique du sujet pensant, de l'ego cogito, se trouve aujourd'hui objectivée, se trouve aujourd'hui externalisée dans précisément cet outil universel qui s'est mimé absolument les êtres vivants, les objets du monde, les collectivités, etc., qui émet de l'information, qui reçoit de l'information, qui stocke de l'information, qui traite de l'information, etc. Je trouve externalisé, objectivé. Vous êtes décapité. Vous êtes décapité. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est innovant? Ah oui, non. Non. Non, parce que précisément, je vais revenir sur la loi des 3 états que j'ai citée tantôt, et où je disais précisément qu'à un certain moment, il y a eu des avatars différents du couple support-message au moment de l'écriture, au moment de l'imprimerie. Prenons-en un au hasard, par exemple à l'époque de l'imprimerie. Et à l'époque de l'imprimerie,
un certain philosophe appelé Michel de Montaigne, que j'admire beaucoup et qui est un de mes grands maîtres, avait déclaré de façon péremptoire une phrase que tout le monde ici connaît par cœur, qu'il avait préféré à cette époque-là une tête bien faite à une tête bien pleine. Vous vous souvenez? Tout le monde se souvient de ce mot-là. Cela veut dire que précisément en raison de ce changement-là, c'est-à-dire de ce deuxième avatar du couple support-message, en raison de cet avatar, la tête avait changé. Et comment la tête avait-elle changé? Ah mais c'est très très simple. Avant l'arrivée de l'imprimerie, si vous vouliez être historien, il fallait savoir par cœur Tite-Live, Salluste, il fallait savoir par cœur Tacite, il fallait savoir par cœur Thucydide, Hérodote, etc. Parce que vous n'aviez pas accès à ces textes-là. Il fallait donc les savoir par cœur. Or maintenant, Montaigne est dans sa tour, il se retourne et dans sa librairie, il y a Tite-Live, Salluste, etc. Et par conséquent, sa tête n'est plus pleine. Sa tête a changé, mais la tête là, elle est où? Sa mémoire, elle est précisément dans sa librairie, dans les livres qui s'appellent Tite-Live. Si vous vouliez être physicien, il fallait savoir par cœur Physique 4 d'Aristote et tant d'autres textes en question. Et au moment de l'imprimerie, on vide la tête complètement. Ah, dit grand-papa Ronchon, le grand-père de Petite Poucette, alors je l'avais bien dit, on a perdu la mémoire. Oui, on a perdu la mémoire. Ah bien alors c'était beaucoup mieux avant, à l'époque où on avait de la mémoire. Non, dit Petite Poucette à grand-papa Ronchon, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, au moment de l'arrivée de l'écriture, on a d'abord perdu un certain type de mémoire. Bien sûr, puisque dès le moment où on a écrit, alors on pouvait se souvenir, mais le souvenir était objectivé, externalisé sur le texte en question. Et par conséquent, on avait perdu la mémoire. D'ailleurs, nous le savons, et les historiens ici le savent mieux que moi, et il est vrai que la mémoire orale était à l'époque extrêmement solide, et même beaucoup plus tard, je ne sais pas, à l'époque de la Sorbonne, quand Albert le Grand faisait ses cours, les étudiants étaient debout, les mains derrière le dos, et pouvaient reproduire 8 ans après le cours d'Albert le Grand. Ils avaient de la mémoire. Nous n'avons plus de mémoire. Et pourquoi? Parce que cette mémoire est externalisée. Donc l'externalisation, l'objectivation des facultés cognitives ne date pas forcément de l'ordinateur. C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus intense, beaucoup plus solide aujourd'hui, mais ça date déjà de l'époque des 3 ou des 2 avatars dont j'ai parlé tantôt. Et du coup, je voudrais raconter une seconde histoire. Ça, c'est une histoire de mon souvenir. J'étais dans un de ces amphis là de la Sorbonne et il y avait à ma place un professeur que j'admirais beaucoup qui s'appelait Leroy-Gourand et qui était anthropologue, préhistorien, etc. Il aimait raconter l'histoire suivante que je vous relate, et d'ailleurs elle est fausse, mais ça fait rien, elle est symbolique. Il disait à un certain moment nous avons perdu, nous n'étions plus à 4 pattes, nous nous sommes mis sur 2 pattes. C'est pas vrai, mais enfin il le racontait ainsi. Et alors on disait, grand-papa Ronchon disait, ah ben bien sûr, les membres supérieurs ont perdu leur faculté de portage. On a perdu complètement. Ah oui, mais disait Leroy-Gourand, on a inventé la main. Alors la main peut vraiment tout faire, alors que la faculté de portage était simplement une seule fonction. Avec la main, on fait des milliers de fonctions. Et oui, mais quand on était à 4 pattes, c'était la gueule qui avait l'obligation de préhension. Et dès qu'on se met à 2 pattes, la gueule a perdu sa faculté de préhension, puisque c'est la main qui se met à prendre les objets maintenant. Et oui, alors la bouche l'a perdu. Et oui, on l'a perdu, mais on a inventé la parole. On a inventé la station debout, permettait d'inventer la main et la parole. Et il n'y avait pas de professeur qui exalte le mieux les fonctions conjointes de la main et de la parole. Alors il disait, évaluer la perte, oui, grand-papa Ronchon a raison de dire on a perdu ci, on a perdu là. Ah oui, mais par rapport à ce qu'on a gagné, c'est incomparable. Et du coup, je terminerai volontiers sur l'idée
sur l'idée de l'innovation profonde de l'être humain, aussi bien dans la cognition, dans l'espace ou dans le temps, c'est justement sur le verbe perdre. On a perdu la mémoire, on a perdu l'appréhension, on a perdu... On passe son temps à perdre, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais perdre, qu'est-ce que ça veut dire? Perdre, ça veut dire qu'on perd à la bourse, ou qu'on perd au jeu, ou qu'on perd un match, très bien. Mais ça veut dire aussi une casserole trouée qui perd. Vous voyez? Eh bien, voilà. L'homme est un animal dont le corps perd. Nous perdons. Comme une casserole qui... Et par conséquent, nos fonctions sont tout le temps en train d'être externalisées. Nous les perdons. Mais en perdant ces fonctions-là, nous inventons des objets qui sont précisément l'externalisation de ces fonctions-là. Et aujourd'hui, je crois que le numérique est la plus extraordinaire des objectivations, la plus extraordinaire des externalisations de nos fonctions intellectuelles. Et l'innovation fondamentale de notre temps et le fait que Petite Poucette est l'héroïne de notre temps, c'est précisément cette externalisation-là, et c'est celle aujourd'hui que j'ai chantée dans ma conférence. Merci beaucoup.